Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept où aujourd'hui on va s'attaquer à la critique des staples présentes dans Yu-Gi-Oh! Comme d'habitude, si les concepts et les vidéos de cette chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout à liker cette vidéo. Vous allez me dire que je vais m'attaquer à un sacré morceau du jeu et vous avez bien raison parce qu'aujourd'hui on va juger pas moins de 143 staples. Avant ça, il va falloir quelques petits disclaimers. Toutes les staples que j'ai choisies sont, à mes yeux, celles les plus représentées dans le jeu, même si certaines sont un petit peu particulières, je ferai un petit point là-dessus après. Je vais bien sûr essayer d'aller le plus rapidement possible et être très concis dans mes critiques pour pas que la vidéo dure littéralement 2 heures, vu qu'il y a vraiment beaucoup de cartes. Et bien sûr, les staples vont recouvrir le main deck, donc les monstres, les magies, les pièges, mais aussi l'extra deck. J'expliquerai rapidement certains de mes choix, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, je vais essayer de nuancer un petit peu tout ça avec le tableau que vous voyez juste ici. Donc on a dans la première catégorie les staples dinguerie. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, les staples de cette catégorie, ce seront des cartes qui peuvent s'adapter à beaucoup de situations qui sont les reines du coup dans leur domaine et surtout qui font très très mal lorsqu'on se les bouffe. Les staples équilibrées. Pour moi, ce seront des cartes qui ne seront ni trop fortes, ni trop faibles, et surtout des cartes qui vont nécessiter de la connaissance de la part de la personne qui les joue, c'est-à-dire interagir au bon moment, donc avoir le bon timing, et surtout interagir sur les bons points faibles de chaque deck. Donc, ça va nécessiter plus que la carte en elle-même. Celles qui sont pas pour tout le monde. Comme la catégorie précédente, elle est faite pour trier de façon un peu plus équilibrée toutes les cartes que je vais vous présenter. Et cette catégorie en particulier va s'adresser aux cartes qui ne peuvent pas être jouées dans tous les decks à cause de leurs restrictions. Vous verrez que on a beaucoup de cartes considérées comme des staples qui restent néanmoins très restrictives et que bon nombre de decks ne peuvent pas jouer. Vous aurez bien sûr des exemples. Les escroqueries. Ce sont tout simplement des staples qui, avec le temps, n'en sont plus, qui ne sont plus joués ou dépassés par le jeu, ou qui pour le moment, eh bien, sont mis de côté par la méta et donc on ne verra plus. Ça, c'est ce que je considère comme les staples étant des escroqueries. Et vous verrez qu'il y en a quand même pas mal. Bien entendu, disclaimer avant le début de ces jugements, vous vous doutez bien que c'est mon point de vue personnel, les commentaires sont là pour avoir un débat, ça va beaucoup m'intéresser, et bien sûr, mon point de vue sera en fonction de la méta actuelle et de l'instant T dans lequel on est dans Yu-Gi-Oh! On vient de sortir du YCS de Bologne au moment où je tourne cette vidéo, et Joshua Schmidt vient de top avec Runic Bestial. Donc, ça vous donne une petite idée chronologique, si vous voyez cette vidéo un peu plus tard, de peut-être certains de mes choix. Alors là, vous voyez, on va commencer très fort avec À Force Égale. À Force Égale, c'est une excellente carte de Go second qui permet de clean des boards entiers et de bannir toutes les cartes contrôlées par l'adversaire face verso, sauf le nombre de cartes égal à celui qu'on contrôle. Je m'explique très mal pour résumer les faits, mais pour moi, c'est tout simplement une dinguerie. Ça va tout de suite dans cette catégorie. Je cherche même pas à comprendre, c'est juste trop fort. Ça clean le board, ok, ça nous fait skip notre battle, mais derrière, c'est champ libre pour jouer et ça c'est vraiment bien. Absorption de compétences, juste ici, ça devient un peu plus compliqué, ça va negate tous les effets des monstres actuellement sur le terrain. Bon, le gros problème de ça, c'est qu'il y a pas mal de decks qui vont être dépendants des effets des monstres sur le terrain, donc bien évidemment, c'est pas pour tout le monde. Ce qui vous donne un bon exemple de cartes dans cette catégorie. Pour certaines cartes, je vais quand même passer par Edo Pro, histoire que vous ayez un visuel, et les deux précédentes cartes étaient très connues, donc je ne l'ai pas fait. Mais pour celle-ci, l'absorption d'âme, ça va être un petit peu autre chose. On paye 1000 points de vie et ensuite les monstres qui sont bannis dans le cimetière ne peuvent plus activer leurs effets. Donc ça, c'est très très particulier. Je pense tout de suite à des decks comme Tiarmentation qui peuvent tout simplement plus jouer avec la présence de cette carte sur le terrain. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde parce que énormément de decks de la méta, je dirais 80-90%, sont obligés de jouer avec leur cimetière. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Accès codeur bavard, je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de le présenter. Ce grand bonhomme, ça permet de péter des cartes chez l'adversaire si on joue des liens. Et ça permet d'OTK assez vénère. C'est une lien générique qu'on retrouve dans beaucoup d'extra decks. Mais le problème, c'est que je trouve que cette carte est pas si forte. Ok, son premier effet, l'adversaire ne peut pas y répondre ni par des effets, ni par des cartes. Mais, encore une fois, il faut avoir d'autres liens dans son cimetière pour avoir le bénéfice de cet effet. Péter une carte sur le terrain en bannissant une lien d'un attribut. C'est donc pas forcément une staple idéale pour beaucoup de monde. Mais pour moi, et là on va débattre dans les commentaires, ça va dans équilibrer, tout simplement parce que ce n'est pas vraiment universel. Si l'effet d'access code, ce serait bannir un monstre d'un attribut sans que ce soit forcément une lien,
ce serait extrêmement fort. Là, ça irait dans dinguerie. D'ailleurs, la carte, je pense, serait bannie. Ça, c'est quasiment sûr. Mais voilà, débattez. On va remonter un petit peu dans le temps avec celle-là, parce qu'on va s'attaquer à Aleister, l'invocateur. Donc, je l'ai mis ici pour illustrer, il y aura quelques cartes comme ça dans ce classement, tout un archétype qui, pour moi, est en lui-même une staple. Vous verrez avec les autres exemples dans la vidéo, mais en gros, pour moi, l'archétype invoqué, à l'époque, se mélangeait avec pas mal de trucs. Le plus connu reste Shadow invoqué, donc marionnette de l'ombre invoquée. Et on va dire que du coup, ces deux archétypes mélangés faisaient des grosses dingueries. Mais pour moi, du coup, ça fait partie d'un ensemble de cartes que je vais du coup montrer avec Aleister, qui, tout un archétype, peut être staple et se placer comme des free spots dans un deck. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est pas vraiment ça qu'on joue, mais ça a été le cas il y a pas si longtemps que ça, par exemple avec l'archétype Dogmatica, qu'on a bien aimé mélanger avec pas mal de trucs. Donc Aleister est là pour représenter tout son archétype, et pour moi, c'est plutôt équilibré. On peut le jouer. Tout le monde n'en a pas le bénéf, ça peut faire des trucs, ça peut donner un peu de consistance, mais c'est assez rare. Certains me diront que ça pourrait aller dans escroquerie parce que c'est dépassé par le temps. Mais là, encore une fois, débattez. Apollousa est l'arc de la déesse, c'est une des liens 4 les plus connus du jeu. Quand elle est sortie, elle a fait pas mal de ravages, il faut avouer. Bon, déjà, on va pas se mentir, l'artwork est magnifique. Surtout celui-ci, je l'aime beaucoup. Et c'est juste que si elle est faite avec 4 monstres, elle a 3200 points d'attaque et 4 negate d'effet de monstre. Donc ça reste quand même assez puissant. Mais à mes yeux, cette carte, encore une fois, je la trouve pas si ouf que ça. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça se prend une imperm, c'est terminé. C'est pour ça que pour moi, c'est une carte équilibrée au même titre qu'Access Code. Je vous ai pas dit d'ailleurs en parenthèse, mais toutes les staples sont triées par ordre alphabétique, indépendamment de leur type de carte. On va aussi prendre en compte quelque chose, c'est la limitation de certaines cartes, ce qui me fait une bonne transition pour vous parler d'Appeler par la tombe. Limitée à un seul exemplaire, je trouve que cette carte a beaucoup moins d'impact. Et encore heureux, parce que si elle était x3, je pense que son prix crèverait le plafond parce qu'elle serait beaucoup trop forte dans la méta. Encore une fois, si cette carte était présente en 3 exemplaires dans le jeu, elle serait tout de suite dans le côté dinguerie. Mais pour moi, vu qu'elle est qu'en un seul exemplaire et qu'il faut la toucher, elle va tout de suite dans équilibré. On va parler de la première contre-piège de ce classement, Assaut solennel. Bon, c'est la petite sœur du jugement, la carte de negate qui est une des plus fortes pour moi. Les 1500 points de vie en coup pour activer l'effet, pour moi, ça va. C'est pas cher payé par rapport à ce que ça nous permet de faire. Là où c'est un petit peu plus tricky, c'est que c'est une carte de timing, c'est-à-dire une entrap de précision. Petite notif d'ailleurs en parenthèse sur la petite vidéo que j'ai tournée un peu plus tôt dans l'année sur comment bien choisir ses staples, où je vous présentais ma façon de voir les choses par rapport à ces cartes, et où pour moi il y avait 2 types de cartes, les staples de précision et les staples de puissance. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour bien comprendre ce dont je parle. Pour revenir à Assaut solennel, pour moi c'est une bonne carte, mais elle est pas si puissante que ça. Pour moi, c'est une carte qui va être équilibrée, tout simplement parce qu'il faut déjà la jouer, et ça court pas forcément les rues, et ensuite, faut bien la placer. Alors certains ne connaîtront peut-être pas cette carte de visuel, parce qu'ils n'en auront jamais entendu parler ou ne l'auront jamais joué, mais c'est pas mon cas, et je voulais l'inclure dans ce classement parce que ça compte parmi la catégorie Entrap du jeu. Bien sûr, on va parler de l'attaque de l'épouvantail, qui est une carte extrêmement drôle à mes yeux. Je trouve vraiment que c'est une très bonne carte. Le gros problème, c'est que ça bouffe de la place, et dans les decks méta actuels, on veut favoriser d'autres cartes plutôt qu'une attaque de l'épouvantail, malheureusement. Et pourtant, c'est une carte qui a une place très particulière dans mon cœur. Je vais la placer dans Escroquerie, parce qu'elle a été complètement dépassée par le jeu et par le temps. Nouvelle parenthèse dans cette vidéo bien rapide, j'ai essayé d'incorporer dans cette liste tous les monstres de l'extra deck qui sont des staples d'attributs. Donc bien sûr, premier exemple, on a les charmeuses avec par exemple Ossa qui va être lié au deck charmeuse, ok, mais aussi du coup au deck tournant autour de l'attribut terre. Comme pour Ita pour les decks feu, qu'on voit énormément dans la méta en ce moment dans les decks Infernoble ou Secours As, mais c'était pour dire que ces cartes sont assez importantes parce qu'elles peuvent être jouées dans la méta à un moment ou un autre. Si un deck méta est d'un attribut particulier, c'est le cas pour Ita avec les Secours As et Infernoble, les charmeuses risquent de se retrouver dans les extra decks de ces 10 decks et donc de devenir des staples méta. On va repasser sur notre tier list et je pense que je vais essayer de retrouver toutes les charmeuses pour toutes les mettre dans la même catégorie. C'est que pour moi, c'est équilibré tout simplement parce que ça va dépendre des decks de la méta et de leurs attributs. On va continuer un petit peu dans la lignée des cartes divins avec l'avertissement divin. Donc ça, c'est assez intéressant. Par exemple, imaginons, je veux faire bouc émissaire. Je vais annuler en payant 2000 points de vie et je vais péter tous les boucs. On va faire simple. Cette carte
à l'inverse de sa petite sœur, je trouve, est énormément plus puissante, parce que là, ce n'est pas seulement lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués, c'est dès que un monstre va être invoqué, et que ce soit par effet de magie piège ou effet d'un autre monstre, on annule, on détruit. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus puissant. Retour sur notre tier list, cette fois-ci, je le mets dans dinguerie, tout simplement parce que c'est juste à cause de la présence d'Assaut Solennel que celle-ci est ici. On va passer une des cartes d'extra deck les plus adorées des joueurs stun, ça va être Bagooska, le tapir terriblement fatigué, tant qu'il est en mode défense, on peut rien faire à part patienter ou avoir notre meilleur kaiju dans la main, c'est vraiment extrêmement fort. Bagooska pour moi c'est une très bonne carte de temporisation, mais assez basiquement vous avez des niveaux 4, vous les sortez assez facilement dans votre deck, et bah c'est banger. Faut avoir des niveaux 4, mais vu que c'est comme la tribu ténèbres, l'un des niveaux les plus répandus dans le jeu, eh bien pour moi ça va dans dinguerie parce qu'on le retrouve dans de très nombreuses extra decks pour gagner du temps. Cette carte là je vais pas trop vous la présenter en visuel, barrière dimensionnelle, pour moi c'est une staple de puissance archi vénère, vous déclarez Xyz, synchro ou fusion, l'adversaire ne peut plus invoquer de cette manière pour le reste de son tour, donc ça tue littéralement certains plans de jeu et ça fait fin de tour à toi. Les cartes qui font ça, il n'y en a pas beaucoup, et donc rien que pour ça, pour moi, c'est dinguerie direct. On va commencer à rentrer dans de l'effet un petit peu tricky, c'est une carte qui a fait exploser pas mal de neurones, surtout quand elle est sortie, c'est le Border Inspecteur, l'inspecteur Border. Alors cette carte, je vous avoue que même moi, j'ai galéré à la comprendre à un moment, surtout quand je commençais le jeu. Traduction, vous faites l'invoque norme d'inspecteur Border, si vous faites un effet de monstre, votre adversaire pourra en faire un. Si vous faites 2 effets de monstre et que vous avez un monstre fusion, votre adversaire pourra en faire 2, etc., etc. C'est une carte qui est faite pour bloquer le jeu, mais bon, l'adversaire a quand même encore accès à ses magies et pièges. Donc Border Inspector, c'est assez fort. À la norme, ça fait mal, mais ça se bouffe quand même des Veilers, des Imperm, des annulations d'effets. Donc c'est pas non plus impassable. Ça reste une carte quand même de lock control, donc je pense honnêtement, après avoir beaucoup réfléchi là hors caméra, que c'est pas fait pour tout le monde. C'est une carte qui va se placer dans certains types de decks bien contrôle pour essayer de gagner du temps et accéder à sa condition de victoire qui peut être un petit peu longue. Et j'en perds mon français, je fais un mini AVC, pardon. On enchaîne avec une nouvelle X64 générique qui commence à prendre de l'âge. Castel, le mousquetaire chasse-ciel, c'est très fort, mais malheureusement, c'est plus énormément joué parce que, encore une fois, il y a mieux en X64 générique, ne serait-ce que Bagooska qu'on a déjà abordé, donc pour moi, c'est devenu une escroquerie avec le temps. Cerbère, chevalier du cauchemar, c'est facile, dès que vous avez un trou dans vos extra decks, on pense Chevalier du Cauchemar. Licorne, Phoenix, Cerbère, c'est le packing classique, donc pour moi, dinguerie, parce qu'on le retrouve vraiment partout. Nouvelle X64 qui était générique à un moment, qui reste très cher parce que très peu reprint d'ailleurs, c'est le Chevalier Exciton, Colonie du Mal. C'est un Zeus avant l'heure, mais pour en revenir à notre tier list, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu une escroquerie. C'est une bonne carte, je pense, pour du go second, mais elle a plus vraiment sa place aujourd'hui. On va s'attaquer à une carte qui est beaucoup représentée dans certains types de decks et qui représente surtout l'artwork d'un archétype, c'est la combine de pièges, où on voit les petites trap tricks dessus. Ça, c'est très particulier. Je pense que c'est extrêmement fort dans certains decks trap, que c'est majoritairement une carte qu'on retrouve dans les side decks pour certaines situations ou certains match-up. Pour moi, c'est juste une carte qui est tout simplement pas faite pour tout le monde. On va parler d'un Cancrela qui lui n'est pas banni cette fois-ci, ça va être le contact Cancrela. Donc ça c'est une carte qui fait extrêmement mal à tous les decks, sauf Flunder, vu que Flunder fait que des normes par exemple, mais c'est une excellente carte. Moi la question que je me pose c'est pourquoi on la voit pas plus dans les listes méta, parce que sur le papier elle a tout d'une très bonne carte pour être jouée. C'est vrai qu'il y a pas mal de liens maintenant génériques qui permettent d'invoquer en utilisant un monstre, peu importe son attribut ou son type, donc c'est peut-être pour ça. C'est le seul point qui me ferait dire que du coup cette carte va dans la catégorie équilibrée parce qu'elle n'est pas jouée et elle doit certainement ne pas être jouée à cause de ça. On va tout de suite enchaîner d'ailleurs avec une autre carte qui va aller tout de suite dans la rubrique pas pour tout le monde, c'est Cynic Mining, c'est tout simplement une très bonne carte de tuto, ajouter un monstre de maximum niveau 4, Cybers. Donc c'est que pour les decks qui jouent des Cybers. La dernière fois que j'ai vu un deck tirer profit de cette carte, c'était le deck Matmech. Et voilà, donc c'est pas pour tout le monde. Tout simplement. Ça va aussi peut-être être le cas de la prochaine carte, c'est le décret royal, annuler tous les autres effets de piège sur le terrain. Alors ça déjà pour commencer c'est une carte de side, contre les decks qu'on n'a vraiment pas envie d'affronter ou qu'on veut rapidement passer. Donc là comme ça en premier je pense à Labyrinthe, le deck trap représentatif dans la méta d'aujourd'hui. Bien sûr du coup ça va se jouer majoritairement
contre ce deck et aucun autre parce qu'il n'y a que lui. À la rigueur, on a vu un peu de trap tricks à un moment, mais ça va pas vraiment top. Et bien évidemment, si vous jouez ces 10 decks trap, vous ne pouvez pas jouer cette carte. Donc pour moi, c'est une carte qui n'est pas faite pour tout le monde et qu'on va beaucoup retrouver en side et vraiment si on veut tuer les decks trap. Donc aujourd'hui, pas incroyable. Alors là, on va s'attaquer à un sacré morceau. C'est la déesse des enfers du monde fermé, la fameuse lien 5 qui permet d'invoquer par lien en utilisant un monstre de l'adversaire, donc de passer une carte qui est normalement inaffectée par les effets, comme par exemple le Big Boss Matmech ou encore récemment le Expurli noir. Bon, bien sûr, il faut déjà avoir 4 monstres de notre côté du terrain et un truc à piquer chez l'adversaire, mais c'est quand même vraiment pas mal sur le papier de pouvoir kaiju par lien un monstre sur le terrain adverse. Pour moi, c'est une carte équilibrée parce que faut quand même la sortir. Là, on va faire d'une pierre deux coups avec les 2 démons les plus détestés du jeu, le démon de la vanité et le démon de la majesté. La seule différence entre ces 2 cartes, c'est une petite spécificité dans les faits. Celle-ci nous dit que aucun joueur ne peut invoquer spécialement, et le démon de la majesté, que aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre. Ces 2 démons sont assez particuliers parce que, encore une fois, ils ne peuvent pas être joués partout. Ça reste des cartes extrêmement fortes dans leurs effets qui vont complètement annihiler le plan de jeu adverse, mais ça reste quand même des cartes qui ne sont pas pour tout le monde, malheureusement. On va maintenant s'attaquer à une de mes plus grandes incompréhensions dans la méta actuelle, c'est le désignateur de la suppression. Sur le papier, encore une fois, cette carte est géniale. Concrètement, c'est une anti-end trap. Le gros problème, je pense, c'est que ça nous bouffe 3 slots. Et dans un deck, méta qui plus est, 3 slots, c'est énorme. On va préférer justement jouer des end-trap à la place, par exemple 3H, 3 Imperm, et pas plutôt de l'anti-end-trap. Je pense que cette carte est plutôt faite pour les decks qui ont très peur de certaines negates ou de certaines end-trap pour justement avoir une protection contre. C'est malheureusement ce simple fait qui fait que c'est une carte équilibrée, non pas une dinguerie, même si sur le papier, ça en a l'air. Celle-là encore, je ne vais pas la montrer parce qu'on commence à bien la connaître avec le temps. Le dispositif d'évacuation obligatoire, une piège assez simple qui dit cibler un monstre sur le terrain, envoyez-le à la main. C'est old school, c'est sympatoche. Il y en a qui le jouent un petit peu en labyrinthe au début, mais malheureusement, c'est une escroquerie parce qu'il s'est fait complètement rattraper par le jeu et par le temps. Ça va pas du tout être le cas de la prochaine carte. Fenrir Kashtira, encore une fois on la présente pas, il se spé comme un cyberdragon. Lorsqu'il attaque ou à la résolution d'un effet de l'adversaire, on va pouvoir bannir une carte face verso sur le terrain. C'est extrêmement fort. Il peut se tuto lui-même. Ça reste maintenant une staple générique qu'on retrouve dans énormément de decks. Et pour le coup, c'est parce que c'est gratuit, on va pas se mentir. Et c'est surtout qu'il risque de se bouffer une banlist à un moment. Ça c'est sûr. Pour moi, Fenrir, c'est une vraie dinguerie. C'est surtout que ça peut donner accès à des choses en termes d'extra deck. Si on main Fenrir et H, on spé Fenrir, on norme H, on fait Baronne de Fleurs. Dans certains decks qui n'ont pas besoin de normes, c'est très fort. Le gobelin parvenu, cette bonne vieille carte qui fait gagner 1000 points à l'adversaire en échange de nous faire piocher une carte. C'est drôle, faire gagner des points de vie à l'adversaire sur le papier, c'est pas dérangeant. Sauf que, cette carte n'est pas joué. Alors, au moment où j'ai tourné cette vidéo, la banlist n'était pas tombée. Désormais, le gobelin parvenu est à 3 exemplaires. Comment vous dire que du coup, mon analyse autour de cette carte n'est plus bonne. Donc, je vais tout simplement vous redire que 3 exemplaires de cette carte, c'est quand même beaucoup mieux. Pouvoir piocher en échange de donner 1000 points de vie à l'adversaire, c'est vraiment que dalle. Mais pour autant, c'est pas une carte qui va être jouée énormément, vu qu'on a encore une majorité de pots disponibles en TCG. Malgré tout, je vais la laisser dans la catégorie équilibré, mais c'est surtout les decks Exodia qui risquent d'être bien heureux du retour de cette carte à 3 exemplaires. Ça risque d'être le même principe d'ailleurs pour Changement de Cœur. C'est une des cartes de contrôle les plus puissantes du jeu parce qu'elle a le moins de restrictions. C'est tout simple, on cible un monstre contrôlé par l'adversaire jusqu'à la phase, on en prend le contrôle. Contrairement à certaines de ses petites sœurs comme contrôle cérébral ou contrôle mental, il n'y a pas de contrepartie. On prend le monstre, il peut attaquer, il peut activer ses effets, on en fait ce qu'on veut. Donc c'est vraiment extrêmement fort. La seule raison pour laquelle cette carte n'est pas une dinguerie, c'est encore une fois parce qu'elle est limitée à un seul exemplaire. Et encore, parce qu'aujourd'hui on a des cartes comme pousser des triples tactiques qui peuvent nous permettre d'aller tuto cette carte. Donc, ça reste quand même, à cause de sa limitation, une carte qui est équilibrée. Parlons-en justement d'une de ses petites sœurs, le contrôle cérébral. Déjà, le coût, c'est payer 800 points de vie, cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire, qui est invocable ou posable normalement, et jusqu'à la phase, en prendre le contrôle. Donc, ça va réduire assez drastiquement le nombre de cartes que vous pouvez piquer. Je pense que cette carte est
complètement dépassé par le jeu d'aujourd'hui. Après, vous me direz que Contrôle Cérébral date à peu près de la même époque que Changement de Cœur, donc c'est assez étonnant de les retrouver à des endroits différents de ce classement, mais clairement, c'est une belle escroquerie qui a pas bien vieilli du tout. Nouvelle parenthèse avec une carte qui va représenter tout un archétype, ça va être Gamciel, le kaiju, pour représenter la mécanique et aussi les cartes kaiju dans leur globalité. C'est juste tout simplement sacrifier un monstre de l'adversaire pour lui donner une grosse tortue à 2200. C'est tout. Pour moi, les kaiju, sur leur concept même, sont une vraie dinguerie, parce que pouvoir gérer n'importe quelle carte monstre embêtante de l'adversaire, c'est quand même vraiment fort. On va parler un peu de la lance interdite qu'on a vu il n'y a pas très longtemps dans des decklists Kashtira. Ça permet de protéger nos monstres. C'était souvent joué ça en chain à des effets pour péter les monstres sur la Xyz 7 Shangri-La qui permettait de faire des petits blocages de zone et des trucs dans le deck Kashtira. Ou encore par exemple sur Eurizard qui était juste un macrocosmos. C'est une carte malheureusement qu'on retrouve pas dans toutes les decklists. Le deck Kashtira pouvait se permettre bon nombre de free spots et je pense qu'il y avait une vraie utilité à protéger ces big boss qui étaient des clés de victoire. Donc pour moi ça reste une carte équilibrée. On va pas la voir partout, mais à tout moment on peut la retrouver dans une decklist méta. Bon, on va continuer dans la même lignée que les démons. On va empêcher de spé, tout simplement avec le fossile Dina Pachycéphalosaure. Oui, je prononce très bien cette carte parce que je l'ai énormément joué, je suis désolé, mais ce petit dino nous dit tout simplement, comme les démons, qu'aucun joueur ne peut invoquer spécialement. Il s'invoque normalement, il a 1200 points d'attaque, ce qui en fait une cible assez facile pour une battle phase. Ça oblige donc l'adversaire à oublier sa battle et à jouer en main phase 2, ça nous temporise un tour en quelque sorte. Contrairement au démon, c'est une carte qui est plus facilement passable en battle, mais il reste quand même que c'est une carte qui n'est pas faite pour tout le monde. Le livre de la lune est une carte qu'on voit de plus en plus dans la méta parce qu'elle permet de bait certaines negate ou entrap, comme par exemple ce bon vieux infini éphémère qui dit cibler un monstre face recto. Donc si vous chainez un Book of Moon sur votre monstre qui a activé son effet sur le terrain et qui a imperm par-dessus, vous faites Book of Moon, votre monstre passe face verso, il n'est plus face recto, la negate ne s'applique pas. Ça je le sais parce que du coup, carte clé dans le deck fut Vagabond Brise, pour empêcher les petits birds de se faire negate leur effet de tuto et de normes supplémentaires. Ça reste aussi une très bonne carte pour mettre face verso des gros boss monsters avec des effets embêtants, ou par exemple bait des negates comme celle de Baronne de Fleurs. Pour moi c'est une très bonne carte qui peut se jouer un peu partout, on la retrouve juste pas dans toutes les listes, mais ça bouffe encore une fois des spots et on veut jouer des trucs plus puissants, donc ça reste équilibré. On va parler de la dernière petite sœur de Changement de Cœur, le contrôleur d'ennemis. C'est aussi intéressant que Changement de Cœur. Il n'y a pas de restriction quand on prend le contrôle de on ne peut pas activer l'effet, on ne peut pas attaquer. La contrepartie à cette carte, malheureusement, c'est de se débarrasser d'un de nos monstres pour prendre un de ceux de l'adversaire. Généralement, il se laissera peut-être pas faire. Donc, c'est un peu plus compliqué. On s'enlève une ressource pour en prendre une à l'adversaire. C'est du 50-50, c'est beaucoup moins gratuit que Changement de Cœur. Bien joué, ça peut faire bien sûr des folies, parce que c'est une magie rapide, ça faut pas l'oublier. Mais encore une fois, on la retrouve nulle part dans la méta, et elle a été pas mal oubliée avec les années, donc je pense que c'est devenu une escroquerie. Je crois que ce sera l'avant-dernière parenthèse de cette vidéo, mais vous voyez que juste ici, j'ai mis le Milus Radieux ou Mistar le garçon étoile. Ce sont encore une fois des cartes extra deck pour archétypes qui vont les booster. Beaucoup moins impactant que les charmeuses, par exemple, le Missus Radiant permet de booster tous les monstres terre sur le terrain de 500 points d'attaque et de défense et de faire perdre à tous les monstres vent 400 points d'attaque et de défense. C'est un peu anecdotique, beaucoup moins fort que les charmeuses qui permettent de réinvoquer spécialement depuis le cimetière. On les voit plus des masses, sauf dans certains decks très précis. La dernière fois, on a vu Oshiningen à la mode dans des decks par exemple Dragon du Tonnerre. Ça remonte quand même à 2019, donc malheureusement je vais devoir faire un choix et je vais les placer dans escroquerie. Ces cartes sont malheureusement dépassées par le jeu actuellement. Et voilà, je finis par la petite chimère de la paresse qui était dans les decks Salamandre à l'époque, et ça vous prouve bien que ça commence à être dépassé, donc elle et tous ses petits copains sont de véritables escroqueries. C'est donc cette fois-ci la dernière parenthèse de cette vidéo. Encore une fois, une carte qui va représenter tout son archétype, c'est les Bestiales, sorties il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont complètement retourné le jeu, parce que, eh bien, ça s'invoque assez facilement, les bestiaux. Ça a donc les capacités d'une entrap, ça nous invoque un gros dragon qui est souvent assez strong en termes d'attaque ou de défense, et en plus, certains ont des effets lorsqu'ils quittent le terrain. Donc autant vous dire que les bestiales, c'est vraiment très fort. Ça peut complètement détruire des decks qui étaient 100% méta avant, comme Tiermentation. Pour moi, c'est des véritables dingueries. Et en plus, ça a fait que Dragon Link, ça l'a boosté le deck. Il est devenu champion du monde quand même. Est-ce que sans ça, il l'aurait été? Je ne suis pas sûr.
Encore une fois, les commentaires sont là pour débattre. Je vais devoir quand même vachement accélérer. Ici, on voit qu'il y a l'objet de sacrifice inutile. C'est encore une fois pas pour tous les decks parce que très peu de decks ont le bénéfice d'envoyer des magies ou pièges au cimetière pour faire leurs effets. Ça court pas les rues. On va encore une fois remonter le temps avec une carte qu'on voyait en 2019. Encore une fois, c'est vraiment une année assez charnière avec le format éternel. Le dragon épée Borel, non destructible au combat. Il nous permet de cibler un monstre en position d'attaque, le changer en def et cette carte peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. C'est quand même fort. Et surtout, il va nous permettre de cutter l'attaque d'un monstre en deux pour le booster et donc mettre beaucoup plus de dommages à l'adversaire. C'est donc une très bonne carte pour OTK, qui malheureusement n'est plus vue tant que ça, sauf peut-être à la rigueur dans les decks Dragon Link, et encore, il préfère jouer d'autres gros dragons comme Finn Borel, depuis le temps qui est sorti. Pour moi, Épée Borel, ça reste une carte qui est ok, on peut la placer dans à peu près tous les extra decks si on veut la jouer, c'est juste qu'on la voit plus tant que ça, après ça reste quand même une très très bonne carte pour OTK. On va passer à un autre Cancrelat, et cette fois-ci, il va avoir des envies de vengeance. Le Cancrelat Vengeur, malheureusement, ça va être vachement spécifique comme effet. C'est un macrocosmos tant qu'il est sur le terrain et qu'il est invoqué de cette manière. C'est très cool, mais honnêtement, ça reste assez restrictif le fait d'une magie qui invoque spécialement, même s'il y en a beaucoup. C'est surtout que si c'était réellement une dinguerie, ce serait joué dans beaucoup plus de decks que ça. Mais encore une fois, comme un bon vieux shifter, tous les decks ne peuvent pas se permettre de le jouer. Donc hormis Flunder, un Majou ou un autre deck qui peut utiliser le bannissement comme Kashtira, mais il n'a même pas loué cette carte, ça va pas marcher. Je vais donc dire que à mes yeux, c'est pas fait pour tout le monde et ça fera une deuxième ligne dans cette catégorie. D'ailleurs, devoir un petit peu couper le tableau visuellement parce que là, vous allez voir que combat en présence de l'empereur, tout de suite, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. On ne peut contrôler qu'un attribut si notre deck est majoritairement composé de feu, comme par exemple les secours As ou Infernoble, et ben on ne peut pas jouer cette carte et elle reste très forte, mais du coup beaucoup trop restrictive pour certains decks qui ne peuvent pas se permettre de la jouer. Ça va être à peu près le même principe d'ailleurs pour Crapodilic, il était beaucoup exploité dans le deck Sprite, maintenant il est bien loin d'être sur la scène méta du jeu, et cette carte est extrêmement forte, c'est une X6-2 générique très puissante qui permet de negate, mais faut jouer des niveaux 2, et ça court pas les rues. Donc rien que pour ça, malheureusement, c'est pas pour tout le monde. On va commencer à nouveau un peu à remplir la catégorie dinguerie, parce que mine de rien, toutes ces staples, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans cette catégorie, assez étonnamment. Après, encore une fois, c'est mon point de vue, mais cette fois-ci, ce bon vieux cyclone cosmique, on paye 1000 points de vie, on bannit une magie ou un piège du côté de l'adversaire. C'est très fort, ça peut être joué en 3 exemplaires, c'est une magie rapide, on peut répondre pendant notre tour, répondre pendant le tour adverse, c'est extrêmement bien. Souvent une carte qu'on retrouve dans de très nombreux sides de méta et compétitifs, tout simplement parce que ça permet de gérer les magies de terrain un peu trop embêtantes, les magies ou pièges continus qui nous empêchent de jouer, ce genre de truc. C'est l'anti-backrow par excellence qu'on adore piocher, donc bien sûr je vais le mettre dans dinguerie parce que vraiment on le voit partout et je pense que c'est pas prêt de changer tant que les magies et les pièges seront autant impactantes dans le jeu. On va commencer à rentrer dans des cas assez intéressants comme celui de Didi Crow qui est énormément revenu sur le devant de la scène maintenant que de nombreux decks méta utilisent le cimetière comme endroit principal à combo. Bien placé, ça peut arrêter net les combos adverses voire même le tour. Je pense que c'est une excellente carte qui va directement dans les dingueries. En plus, ça se joue x3. Et là, on va continuer encore à remplir cette catégorie, bien sûr, parce qu'on va passer par, je pense, la meilleure staple du jeu. Honnêtement, c'est tout simplement H. Floraison de cendres et joyau de printemps. Bien placé, cette staple peut détruire littéralement des decks et faire des fins de tour. Un des exemples les plus probants, c'était dans le deck Branded d'Espia. On faisait une petite hache sur la fusion du marqué. C'était fini. Maintenant qu'il y a les illusions, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais il n'empêche que H, depuis sa sortie, a toujours été x3 et toujours été dans quasiment toutes les listes compétitives en main deck ou en side. Elle est toujours présente. Donc bien entendu, c'est une grosse dinguerie. Je vais devoir faire une pause. Il faudra faire une deuxième partie à cette vidéo. C'est très chiant, mais ça va être beaucoup trop long sinon. Et sur ce, on s'arrête là-dessus. Comme vous l'aurez deviné avec cette conclusion à l'arrache, j'ai grandement sous-estimé le temps de tournage et le contenu de cette vidéo. Je vous invite donc à aller regarder la partie 2 qui sortira sur la chaîne dans très peu de temps. Je vous dis à très bientôt. C'était Slifer.